Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. En 79 après Jésus-Christ, le Vésuve, le volcan dont la silhouette se détache à l'horizon, dans la baie de Naples, en Italie, le Vésuve entre en éruption. Pendant quelques heures, il projette quelques pierres et son habituel panache de fumée devient un peu plus fourni. Mais soudain, au milieu de la nuit, l'éruption s'emballe. Elle produit un nuage extrêmement chaud et rapide autour du volcan. Une nuée ardente. Cette nuée ardente balaye la campagne, bien trop rapide pour que les gens puissent lui échapper, et bien trop brûlante pour que ceux qu'elle atteint puissent y survivre. Plusieurs villes et villages romains autour du golfe de Naples sont touchés, et leurs habitants souvent surpris dans leur sommeil. Parmi ces villes, il y en a deux, Pompéi et Herculanum, qui sont entièrement prises dans cette nuée de cendres brûlantes. Et en quelques heures, alors que l'éruption continue, elles sont littéralement enterrées sous plusieurs mètres de cendres volcaniques. Dans les jours suivants, les Romains tentent quelques efforts de sauvetage, mais il est déjà trop tard pour les habitants, et les deux villes disparaissent entièrement sous le sol, rayées de la carte. La nouvelle de cette tragédie circule vite, en Italie et au-delà, dans l'Empire romain, où elle fait grande impression. Mais le temps continue à s'écouler, et à enterrer Pompéi et Herculanum dans les mémoires, comme les cendres les ont déjà enterrés sous le sol. Les décennies passent, les générations, et le nom des deux villes n'apparaît désormais plus que dans des archives et des chroniques obscures que personne ne consulte. La vie continue, et dans son ascension des 1er et 2e siècles, suivie d'une grande période de difficulté au 3e siècle, l'Empire romain a autre chose à penser qu'à ces villes disparues. Et quand à son tour l'Empire romain d'Occident s'écroule, au 5e siècle, le souvenir de Pompéi est déjà effacé. La cité est définitivement perdue. D'ailleurs, une autre éruption au 5e siècle ajoute plusieurs mètres de cendres à ceux qui couvrent déjà le site de Pompéi. 1000 ans s'écoulent, et la végétation qui couvre les étendues de cendres volcaniques, très fertiles, ne laisse rien deviner des ruines qui dorment plusieurs mètres sous terre, jusqu'à ce que Pompéi soit redécouverte, mieux préservée par les cendres que n'importe quelle autre ville romaine, et qu'elle révèle un trésor d'informations sur l'urbanisme, la vie quotidienne ou l'art romain au 1er siècle. Ce soir, on va voyager dans d'anciennes villes perdues, oubliées, qui ont connu un même destin. Elles ont été enterrées sous le sol, ou submergées par la jungle, ou oubliées sous les sables, et redécouvertes des siècles plus tard. En plus de Pompéi, on ira en Asie, à Angkor, au Cambodge. On ira aussi en Afrique, pour parler du Grand Zimbabwe, le nom donné à l'ancienne capitale du royaume de Zimbabwe. Et enfin en Amérique du Nord, pour explorer un site du Colorado qui s'appelle Cliff Palace, construit par le peuple Anasazi, les anciens Pueblos. Ces endroits et leur histoire n'ont pas tous été complètement perdus, comme Pompéi l'a été.
Parfois, les habitants locaux connaissaient les ruines, comme à Angkor. Mais ces sites sont tous devenus véritablement célèbres à la hauteur de leur importance historique ou de leur beauté, quand leur existence a été révélée au monde entier. Chacun de ces lieux a une histoire que je vais vous raconter. Alors installez-vous confortablement. Pour grandir et perdurer sans trop de pression publicitaire ou sans sponsors qui veulent vous vendre des produits dont vous n'avez pas besoin, la bibliothèque des rêves a besoin d'un petit geste de votre part. Si vous pouvez évaluer positivement l'épisode ou le programme dans son ensemble, ou laisser un commentaire selon la plateforme où vous écoutez, ce sera très utile et apprécié. Maintenant, laissez-vous aller. Vous pouvez fermer les yeux et vous endormir si vous voulez. Vous pourrez toujours revenir plus tard. Et commençons notre première histoire de cette nuit, pour laquelle on va découvrir un peu plus de Pompéi. Je vous ai déjà dit que la ville de Pompéi avait été ensevelie en quelques heures sous les cendres. Quand la catastrophe se produit, au 1er siècle, Pompéi n'est pas une petite ville. Elle a une population estimée à 20 000 personnes, un chiffre assez considérable dans l'Antiquité. C'est moins que Rome et ses centaines de milliers d'habitants. Mais Rome est exceptionnellement étendue et peuplée. Avec sa taille, Pompéi à l'époque est déjà un centre de population important, et aussi un endroit prospère, avec toutes les caractéristiques d'une ville romaine. Des avenues principales qui convergent vers un forum, des temples, des arènes, un amphithéâtre et un grand nombre de maisons, petites et grandes, qui bénéficient des raffinements de la vie romaine, à une époque, en 79 après Jésus-Christ, quand l'Empire romain est encore en pleine expansion, à la fois géographique, mais aussi économique et en termes d'infrastructures. Pompéi existait déjà longtemps avant que Rome ne devienne une superpuissance. Elle a été fondée à peu près à la même époque que la ville de Rome, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Fondée par les Osques. Les Osques, c'est un peuple ancien de l'Italie, qui occupait le centre et le sud de la péninsule italienne. Peu de temps après sa fondation, la ville, qui deviendrait Pompéi, mais qui était sans doute encore un petit village, entre dans l'orbite des Grecs. À l'époque, les cités grecques explorent la Méditerranée et elles y établissent des colonies. En même temps qu'un autre peuple de l'Antiquité, les Phéniciens. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, la cité est en plein essor. Ses environs sont fertiles grâce aux cendres volcaniques déjà déversées par le Vésuve lors de ses éruptions plus anciennes. Et un port est établi à l'embouchure du Sarno, qui est techniquement un fleuve puisqu'il se jette dans la mer, mais c'est un assez petit cours d'eau sur lequel Pompéi est établi. À cette époque, Pompéi passe de village à petite cité, sans doute assez riche. Au 6e siècle, le peuple qui domine en Italie, c'est les Étrusques. Les Étrusques ont rarement conquis des villes ou des régions par les armes. Ce qu'ils faisaient, plutôt, c'était les absorber politiquement et culturellement, grâce à leur influence. Et c'est ce qui se produit à l'époque pour Pompéi, comme pour Rome d'ailleurs, qui est encore toute petite. Et donc, pour une période, les deux villes ont un roi étrusque. Pendant cette période étrusque,
Une place du marché qui deviendra plus tard le forum est construite, et aussi un temple d'Apollon, un culte introduit en Italie par les Grecs. Mais cette prospérité du VIe siècle ne dure pas. Au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, pour des raisons qui ne sont pas précisément connues, de grandes parties de la ville sont abandonnées, et elles changent encore politiquement. Les Étrusques ont décliné, et les nouveaux maîtres de Pompéi sont maintenant les Samnites, un peuple des montagnes d'Italie centrale, allié à Rome, jusqu'à ce que cette alliance soit rompue et qu'une série de guerres, les guerres samnites, ne commence entre Rome et eux. Évidemment, Rome en sort gagnante, elle est en train de s'imposer sur le centre et le sud de l'Italie, et Pompéi entre dans son orbite. La ville n'est pas vraiment annexée par Rome, pas encore, elle a une autonomie. Mais culturellement et économiquement, elle se rapproche sans cesse de Rome, et au cours des IIIe et IIe siècles avant Jésus-Christ, elle se romanise complètement. Pour son plus grand bien d'ailleurs, puisqu'elle connaît une nouvelle phase d'expansion. Elle retrouve et elle dépasse la taille qu'elle avait eue au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et à cette époque, beaucoup de nouveaux bâtiments sont construits, y compris une zone dédiée à la culture et aux loisirs, qui comprend un grand théâtre et un odéon. Un théâtre, tout le monde voit de quoi il s'agit. Les théâtres antiques sont en forme de demi-cercle. Un odéon, dans les villes grecques et romaines, c'est un bâtiment dédié à la musique, qui ressemble à un théâtre, mais en plus petit, et avec un toit pour la protection et surtout pour l'acoustique. Avoir son odéon, c'est un signe de développement, de raffinement notable pour une ville antique. À part ces bâtiments culturels, il y a aussi un temple de Jupiter qui est construit, une basilique dans les villes romaines. Ça n'est pas un édifice religieux, comme au sens moderne. C'est un bâtiment dédié au rassemblement populaire, pour tout type d'événements. Un bâtiment communautaire, si on veut. Le terme basilique est associé aux églises chrétiennes plus tard, parce que dans le monde romain, en cours de christianisation, beaucoup d'églises reprennent la forme des basiliques, une forme de rectangle, avec une nef centrale, flanquée d'une aile de chaque côté, et avec un rideau de colonnes qui sépare la nef des ailes. Mais on circule facilement et on a une bonne vue dans tout le rectangle. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la République romaine s'impose comme la nouvelle grande puissance de la Méditerranée. Mais elle n'a pas encore unifié son organisation administrative. Et elle gouverne beaucoup de villes italiennes à distance, comme des villes vassales, qui ont encore une certaine autonomie. L'expansion de Rome a été rapide, mais une des raisons principales, c'est que ça permet de limiter à la ville de Rome proprement dite les bénéfices de la citoyenneté. Les habitants de Pompéi sont dans la sphère romaine, ils payent des impôts à Rome, leur économie est complètement intégrée à celle de la République, mais ils n'ont aucun des droits civiques associés à la citoyenneté romaine. Notamment pas de vote, ce qui les maintient dans un statut de citoyens de seconde zone. Cette situation entretient un certain mécontentement en Italie, à tel point qu'au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, plusieurs villes d'Italie, dont Pompéi, se révoltent contre la tutelle de Rome. Ces révoltes sont réprimées militairement, et Pompéi est même assiégé brièvement par la République romaine. Les meneurs de la révolte sont punis,
Mais au bout du compte, Rome finit par intégrer les villes italiennes complètement, y compris en accordant la citoyenneté. Et Pompéi, qui appartenait déjà culturellement et économiquement au monde romain, en fait désormais partie politiquement. C'est une colonie, une ville romaine, dans tous les sens du terme. Et ça veut dire la même structure sociale, les mêmes lois et les mêmes droits que le reste de la société romaine. Maintenant, quand on parle de citoyenneté romaine, il ne faut pas faire d'anachronisme. La citoyenneté, ça n'est pas du tout un statut universel, par défaut, qu'on accorde à chaque habitant. C'est seulement pour ceux qui, déjà, sont libres, pas esclaves. C'est surtout pour les hommes, parce que les femmes peuvent en avoir le statut, ce qui n'est pas rien, ça les protège et leur donne des droits patrimoniaux, notamment. Mais elles n'ont pas les droits politiques attachés à la citoyenneté, comme celui de voter ou d'occuper des charges publiques. Et aussi, pour accéder à la citoyenneté, il faut avoir un patrimoine minimal. Donc, comme les esclaves et les étrangers, deux catégories nombreuses dans les villes romaines en sont exclues, les femmes qui sont exclues d'une partie des droits attachés à la citoyenneté, les pauvres qui sont laissés à côté. Ça reste l'apanage d'une minorité. On est encore très loin de la citoyenneté universelle, moderne. Cette guerre de Pompéi contre la République, au 1er siècle, n'entrave pas vraiment le développement de la ville. Et elle devient le centre culturel de la région où elle est située, celle du golfe de Naples. Le siècle qui suit, jusqu'à l'éruption, est sans doute la meilleure période que la ville ait jamais connue. C'est une ville riche, par laquelle transitent pas mal des marchandises qui circulent dans le sud de l'Italie. Et encore une fois, on le voit dans l'architecture, puisque de nouveaux bâtiments sont construits où on agrandit les anciens. Pompéi devient aussi une ville de villégiature. Elle a plus d'infrastructures, de places pour des spectacles de tout ordre, que n'importe quelle autre ville de la région. Et pas seulement pour les divertissements les plus élaborés ou pour la grande culture. Elle a aussi un grand nombre de tavernes, de bordels, des établissements qui faisaient aussi partie de la vie urbaine dans les villes romaines. La population continue à grimper et elle atteint les 20 000 personnes au 1er siècle après Jésus-Christ. À cette époque, l'Italie est une région sûre de l'Empire romain qui a remplacé la République. La ville est riche et pour les familles de l'élite de Pompéi, tout le confort de la vie romaine est disponible. On peut même aller à Rome, qui n'est pas très loin. En 64, l'empereur Néron visite même Pompéi. Une chose quand même qui trouble un peu la paix autour du golfe de Naples, ce sont les petits tremblements de terre auxquels la population est habituée. On vit avec à l'horizon le Vésuve et sa colonne de fumée qui n'en finit pas de monter vers le ciel. Mais comme ça a été le cas depuis des siècles, et que rien de trop grave n'est arrivé, on ne s'en soucie pas plus que ça. Jusqu'en février 62, 17 ans avant la catastrophe, un tremblement de terre plus intense se produit, qui frappe tout le golfe de Naples et provoque des dégâts à Pompéi. Certains bâtiments doivent être réparés, des fresques sont repeintes aussi sur les murs des maisons parce qu'elles ont été abîmées. Mais la vie reprend son cours rapidement, comme avant. Peut-être même encore mieux qu'avant, parce que certaines familles riches de Pompéi profitent des réparations à faire pour installer les derniers raffinements en date dans leurs maisons. Des fenêtres en verre et des systèmes de chauffage qui font circuler la chaleur sous les sols de la maison.
En 79, à la fin de l'été, le Vésuve commence à se réveiller de son long demi-sommeil. Et très vite, l'éruption s'emballe pour devenir une des plus violentes jamais enregistrées dans l'histoire de l'Europe. Une éruption qui dure 2 jours. Le premier jour, pendant 18 heures, il y a une pluie de cailloux qui tombe autour du Vésuve, sur un rayon d'une 15aine de kilomètres. C'est inquiétant, et il est possible que des habitants du golfe de Naples, dont Pompéi, aient décidé d'évacuer temporairement, par prudence. C'est quelque chose de possible si on observe le nombre relativement limité de victimes qui a été retrouvé des siècles plus tard à Pompéi. Rapporté au nombre de bâtiments, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est peut-être parce que la ville s'est en partie vidée avant la catastrophe. En tout cas, ce premier jour d'éruption n'est pas mortel, et ceux qui sont restés espèrent sans doute que ça va passer. Et effectivement, ça passe, mais pas comme espéré. La pluie de cailloux s'arrête, mais pendant la nuit, ou tôt le matin du 2e jour, l'éruption devient explosive. Un nuage de gaz brûlant, de poussière et de fragments de roc chauffés au rouge est projeté au-dessus du Vésuve, tellement haut qu'il atteint la stratosphère, dans un bruit qui doit être assourdissant. Des rochers et des cendres brûlantes sont projetés partout, dans des quantités qui défient l'imagination. Pendant le pic de la phase éruptive, plus d'1 million de tonnes par seconde est expulsé, avec une énergie brutalement libérée qui équivaut à plusieurs bombes atomiques. Les éruptions qui libèrent comme ça d'énormes quantités de matériaux et d'énergie sur une période très courte, suivies d'une nuée ardente, ont été appelées éruptions vésuviennes, justement. Elles sont plus mortelles et impossibles à fuir que d'autres, parce que la nuée ardente, ce vent très rapide qui dévale les pentes du volcan, très chaud, chargé de gaz brûlant et de débris, atteint des vitesses qui peuvent être de plusieurs centaines de kilomètres par heure. Donc, inutile de courir pour leur échapper, à pied c'est impossible. Ce type d'éruption est beaucoup plus dangereux que celle qui relâche de la lave régulièrement sur longue période et qui laisse le temps de s'enfuir. À Pompéi, quand la nuée ardente arrive, tous les habitants qui restent sont tués presque instantanément par la chaleur et la disparition de l'oxygène. Sans doute beaucoup d'entre eux dans leur sommeil, sans réaliser même ce qui arrive. Les bâtiments commencent immédiatement à se couvrir d'une couche de cendres qui tombe en pluie très épaisse. Les plafonds des bâtiments, les toits s'effondrent. Et sous cette matière déversée par le volcan, ce qui était encore une grande cité vivante et colorée 2 jours avant, disparaît sous plusieurs mètres de cendres volcaniques. Au cours des jours qui suivent l'éruption, une fois que le ciel s'est éclairci, un effort est entrepris pour venir en aide aux victimes. Mais il y a peu de survivants, juste quelques personnes qui ont survécu loin de Pompéi ou d'Herculanum, une autre ville plus petite, touchée également et qui subit le même sort. Des pillards approchent du site parce que le sommet des bâtiments les plus hauts émerge encore de la couche de cendres, ici et là. Mais la cité a complètement disparu. Beaucoup de ses habitants sont morts et tout est enterré trop profondément pour penser à déblayer ou reconstruire. Alors le site est simplement abandonné et le souvenir de la catastrophe va commencer à s'effacer avec les années. Au 5e siècle, une autre éruption du Vésuve libère des cendres qui viennent se déposer sur celles déjà présentes.
ce qui fait définitivement disparaître Pompéi sous des mètres et des mètres de matériel volcanique. Et à ce moment, au Ve siècle, l'Empire romain est en déliquescence, et le souvenir de Pompéi n'existe déjà plus que dans des archives que personne ne consulte. Cachée en profondeur, Pompéi attend d'être redécouverte. Elle a été endommagée par l'éruption, évidemment, mais comme ensuite les cendres se sont accumulées très rapidement, elles ont protégé tout ce qui était encore en place, y compris les fresques des murs ou des œuvres d'art. Les éléments organiques, comme les fruits ou les corps des victimes, vont se décomposer et disparaître en laissant des cavités dans le sol, comme des moules, que plus tard les archéologues rempliront de plâtre liquide pour recréer leur forme. La ville a peut-être été découverte une première fois au XVIe siècle, quand un aqueduc souterrain est creusé à proximité. On trouve quelques éléments enfouis, mais sans réaliser que c'est une ville entière qui est ensevelie là, et le site n'attire l'attention qu'un bon siècle plus tard. La vraie redécouverte et l'exploration de Pompéi ont lieu au XVIIIe siècle. Pas seulement de Pompéi, mais aussi de sa ville-sœur, Herculanum. Le site de Pompéi est tellement vaste qu'il n'est pas entièrement fouillé, ni même déterré. Certaines parties de Pompéi sont laissées sous le sol pour leur préservation. Comme il n'y a quasiment pas d'air ni d'humidité sous les cendres, la détérioration des structures et des objets est minimale, alors que si on sortait les vestiges, ils seraient en risque de destruction par le climat ou par les hommes. Pompéi devient donc célèbre au XVIIIe siècle et contribue à renouveler l'intérêt pour l'Antiquité romaine, le style néoclassique en architecture ou pour le mobilier, pour l'habillement. Ça s'inspire directement de ce qu'on connaît à l'époque de l'esthétique romaine. Mais ça n'est pas seulement une question de style. Pour comprendre la fin du XVIIIe siècle et la période révolutionnaire en France, il est bon de garder à l'esprit que la génération des révolutionnaires et celle qui suit, celle de Napoléon Bonaparte, ces générations sont imprégnées de culture latine. Pour eux, la Rome antique, déjà ils la connaissent aussi bien qu'on peut la connaître à l'époque. Ils connaissent son histoire, ses grands personnages, ses lois. Et ça n'est pas un hasard si pendant la Révolution, les formes politiques qu'on invente, les références qu'on invoque, contiennent cet écho de la Rome ancienne. On crée des consuls, on finira avec un empereur qui se couvre de lauriers, on construit des arcs de triomphe pendant l'époque napoléonienne. Ça date d'avant la Révolution, mais on construit aussi un panthéon à Paris, référence directe à celui de Rome. Donc le revival de la Rome antique au XVIIIe siècle, pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle surtout, c'est un phénomène large, plus qu'une mode. Et Pompéi participe à cette fascination, et l'oriente aussi, en fonction des découvertes qu'on y fait. Découvertes qui, parfois, embarrassent un peu, notamment la quantité d'objets et de représentations érotiques et pornographiques qu'on y trouve. Ça choque, ça peut amuser, mais ça déçoit aussi un peu. Parce qu'avec Rome, on attend des grands anciens, à la sagesse et au bon goût indiscutable. On espère la grandeur de Rome, et on a l'impression de trouver plutôt des obsédés. Ça ne cadre pas avec l'idée qu'on veut se faire de l'Antiquité romaine à l'époque. Alors pendant assez longtemps, tout ce qui choque la pudeur du XVIIIe et du XIXe siècle va rester caché. D'ailleurs, ça n'est pas la seule fois que les découvertes archéologiques ont bousculé l'image idéale qu'on s'était faite du passé.
et que parfois on continue de se faire. Un autre exemple, c'est la statuaire grecque. Si vous allez les voir dans un musée ou sur des sites archéologiques, les statues grecques sont d'une seule couleur, du marbre immaculé, éventuellement du bronze. Mais elles relèvent d'une esthétique sobre, simple, pure. Mais en fait, dans de nombreux temples grecs, on a retrouvé des pigments de couleur. Ils ont disparu avec le temps, mais il semble bien que beaucoup de statues grecques, y compris dans ces lieux sacrés et respectables qu'étaient les temples, étaient peintes de couleurs vives. Et donc l'esthétique des Grecs n'était pas forcément cette perfection épurée et sobre, monochromatique qu'on imagine en pensant à leur art. Cette idée que les statues grecques puissent être couvertes de couleurs vives, comme des piñatas, c'est presque insupportable. C'est incongru, on ne veut pas de cette image. Alors on continue de montrer les statues grecques dans leur perfection, sans couleur. Ce qui s'explique aussi bien sûr parce qu'on ne va pas les repeindre maintenant. Mais on n'arrive pas à intégrer, après tout ce temps passé à penser que l'esthétique grecque était très sobre et élégante, selon notre définition moderne de l'élégance, qu'elle puisse en fait avoir été historiquement autre. On appréhende souvent le passé en y collant nos propres idéaux ou fantasmes. C'est aussi ce que la redécouverte de Pompéi nous enseigne. Les ruines de Pompéi sont ouvertes au public, et c'est certainement le meilleur endroit au monde pour visualiser ce qu'était une cité romaine au 1er siècle, avec ses monuments, ses espaces publics et ses maisons. Les toits manquent, mais le plan, les rues, les colonnades, les éléments décoratifs qui ont été figés dans le temps, il y a presque 2000 ans, sont toujours là. Ce qui en fait une expérience extraordinaire et émouvante. Notre deuxième histoire ce soir va nous emmener loin de l'Italie du Sud. On part en Extrême-Orient pour une autre merveille qui n'a pas été enterrée sous des cendres, mais plutôt recouverte par la jungle. Angkor. On va être aussi sur une autre échelle. Pompéi avait 20 000 habitants. Angkor a pu en avoir entre 750 000 et 1 million, au temps de sa splendeur, qui correspond à l'époque du Moyen-Âge en Europe. Et ça a fait d'elle une des plus grandes villes du monde à l'âge pré-industriel. Angkor est au Cambodge, qui est aujourd'hui un petit pays coincé entre la Thaïlande et le Vietnam. Mais la carte de cette région a beaucoup changé. Au fil des siècles, plusieurs royaumes s'y sont développés, ont disparu, avant que la colonisation ne redessine la carte, telle qu'elle est aujourd'hui. Mais du 9e au 15e siècle, le Cambodge était au centre de l'Empire khmer, qui s'étendait bien au-delà de ses frontières actuelles, et Angkor était sa capitale. Cet empire khmer commence modestement au début du 9e siècle, à partir de quoi il s'étend progressivement, avec des périodes de conquête et quelques reculs, jusqu'à atteindre son apogée au 12e et 13e siècle. Après le 13e siècle, il entre dans une longue période de déclin, dont les raisons pourraient inclure des conflits religieux, parce que l'Empire khmer est au départ hindouiste, mais plus tard la majorité de la population se convertit au bouddhisme. Mais ça pourrait aussi être la conséquence de l'agressivité de ses voisins, ou un problème de sécheresse suivi de grandes inondations, qui auraient fait chuter la production agricole, ou encore la grande peste du XIVe siècle, qui a sans doute contribué au déclin de toute façon.
Elle part de Chine en 1330 et elle voyage vers l'ouest jusqu'en Europe, qu'elle atteint en 1345. Mais sur son chemin, elle dessine les populations à travers toute l'Asie. Quoi qu'il en soit, Angkor est progressivement abandonnée. La ville tombe même dans les mains du royaume voisin, Ayutthaya, le précurseur de la Thaïlande. Et au XVe siècle, il ne reste presque personne dans ce qui était une des villes les plus peuplées du monde, et aussi une des plus étendues. Des milliers de bâtiments, y compris de grands temples, tout le système d'irrigation, les routes, tout est couvert par la jungle. Et la grande cité disparaît presque complètement sous une couche de végétation. Seul son plus grand temple, le plus spectaculaire, Angkor Wat, reste visible et toujours entretenu par quelques personnes pendant des siècles, jusqu'à ce que des archéologues commencent à dévoiler l'ampleur du site, plus de 400 ans après son abandon. Ce qui rend encore exceptionnel, c'est la profusion et la beauté de ces temples. Il y en a des centaines, certains énormes, et d'autres pas plus gros qu'une petite maison. Mais les Khmers étaient des bâtisseurs impressionnants. On estime que le site d'Angkor contient plus de pierres que tous les monuments de l'Égypte antique réunis, en incluant les pyramides. Pendant son ascension et son âge d'or, l'Empire Khmer est extrêmement riche, déjà grâce à une agriculture productive et une grande population. Les Khmers sont des experts de l'irrigation, et le site d'Angkor le reflète. Il comprend un système de canaux qui distribue l'eau à travers tout le site. Aujourd'hui, il ne reste que des temples et quelques ponts, parce qu'ils sont en pierre. Mais autour d'eux, à l'époque où Angkor est peuplé, on trouve des milliers et des milliers de maisons, y compris le palais royal, qui sont tous faits de matériaux périssables, comme le bois. Comme dans beaucoup d'anciennes civilisations, on citait l'Égypte, l'usage de la pierre est limité aux bâtiments religieux ou funéraires, et le reste a presque entièrement disparu. Angkor, à son apogée, est très étendu. D'après les photos satellites, environ 1000 km², c'est-à-dire à peu près 10 fois la superficie de Paris intramuros aujourd'hui. Donc une très grande emprise sur laquelle la densité de population n'était pas si élevée, ce qui la rendait supportable, sans doute, et sur laquelle aussi se dressaient plusieurs merveilles architecturales qui méritent une petite exploration. La plus grande et la plus célèbre des structures d'Angkor, c'est Angkor Wat, qui est un complexe initialement consacré au dieu Vishnu du panthéon hindouiste. Mais comme je vous le disais, l'Empire Khmer est soumis à différentes influences religieuses au cours de son histoire. Le bouddhisme remplace l'hindouisme, et à la fin du XIIe siècle, Angkor Wat est transformé en temple bouddhiste. Sa forme et son architecture témoignent de l'âge d'or de l'art khmer. On appelle ce type de temple un temple montagne, parce qu'il a cette grande élévation au centre, qui culmine à plus de 60 mètres. Ce pic central, qui est entièrement en pierre et très ornementé, est entouré de galeries qui montent peu à peu en se rapprochant du centre. Ça donne au temple un sentiment, une image de puissance, de pouvoir, mais aussi d'harmonie. Il est parfaitement symétrique. Cette forme de montagne n'est pas due au hasard. C'est une représentation du mont Nehru. Dans la tradition hindouiste et bouddhiste aussi, le mont Nehru
est une montagne sacrée avec 5 pics qui est considérée comme le centre des univers physiques et spirituels, un endroit où les dimensions se rencontrent. Ce mont est mythique, au sens où il ne s'agit pas d'une montagne précise, en particulier sur Terre, mais beaucoup de temples, de l'Inde à l'Asie du Sud-Est, reproduisent cette forme sacrée, avec une élévation centrale qui représente la montagne. Angkor Wat est le seul monument de la ville qui n'ait jamais été vraiment perdu. Même après la fin de l'Empire Khmer, il reste occupé et entretenu le mieux possible par une petite communauté bouddhiste. Il n'avait pas les moyens de totalement le préserver, mais ça lui a évité d'être couvert de végétation, ce qui l'aurait beaucoup plus endommagé. Les premières descriptions européennes d'Angkor Wat sont faites par des voyageurs portugais au XVIe siècle, ce qui montre bien que le temple était encore accessible à cette époque. Mais ces descriptions ont peu d'écho, et quand les archéologues français arrivent au XIXe siècle, puisque la France travaille son influence à l'époque du Second Empire sur le Cambodge, qui devient un protectorat, une colonie française, en 1863. Donc, quand les archéologues arrivent, ils sont ébahis par l'ampleur du site. On n'imagine pas encore quelle a été la richesse et la puissance de l'Empire Khmer des siècles plus tôt. À l'époque, au XIXe siècle, le site est en mauvaise condition. Il a été envahi partiellement par la forêt, et depuis il a été restauré entièrement. Angkor Wat est devenu un symbole national pour le Cambodge. Un autre temple spectaculaire, pour d'autres raisons, c'est Taprom. Et il s'agit d'un monastère bouddhiste, en fait, fondé au XIIe siècle, qui était aussi un lieu d'enseignement et de conservation du savoir, une sorte d'université. Mais contrairement à d'autres grands temples d'Angkor, celui-ci a été laissé dans un état proche de celui dans lequel on l'a retrouvé au XIXe siècle, avec de grands arbres dont les racines se mêlent aux ruines. Elles semblent les embrasser ou les protéger. Ça crée une atmosphère très particulière à Taprom, à la fois mystérieuse, romantique, nostalgique, évocatrice d'une grandeur passée. C'est très esthétique. Ce temple est plat, ça n'est pas un temple montagne comme Angkor Wat, mais assez étendu, avec 5 enceintes successives qui entourent un sanctuaire central. Le mur le plus extérieur du temple contenait une grande zone, assez grande pour abriter une agglomération de plusieurs milliers de personnes, qui devaient vivre autour du temple, à son service. Mais toute cette zone est maintenant couverte par la forêt. On pense que le site abritait autrefois 12 000 personnes, avec 80 000 personnes de plus dans des villages et des bourgs autour de Taprom. Comme je vous le disais, Angkor était très peuplé. Mais sur une surface aussi grande, la densité n'était pas énorme. Un autre temple majeur, et aussi une des icônes d'Angkor, s'appelle le Bayon. Et il est également assez impressionnant. Pas aussi grand et haut qu'Angkor Wat, mais il a également une élévation centrale. Et il est couvert d'une multitude de visages de pierre, figés dans une expression de sérénité et souriante. Ces visages couvrent ses tours et son pic central. Ce temple était bouddhiste dès son origine, et il relève d'un style, disons, plus baroque de l'architecture khmer, très ornementé et spectaculaire. Il a à peu près 200 visages, qui pourraient représenter le roi qui l'a fondé, ou le bodhisattva de la compassion,
Un bodhisattva, dans la tradition bouddhiste, c'est une personne qui est en chemin vers l'état de Bouddha, qui s'approche du nirvana, le but spirituel ultime du bouddhisme. Et il s'en approche avec la tranquillité qui vient de la certitude d'y parvenir. C'est l'état d'avant, celui de Bouddha, et il est représenté à la fois pour montrer l'exemple et comme signe d'espoir pour ceux qui suivent les enseignements du Bouddha. À part ces têtes sculptées, le temple est décoré de façon très riche, avec une profusion de bas-reliefs et d'inscriptions qui représentent la vie quotidienne et des événements historiques, aussi des scènes de la mythologie hindouiste. Même si le temple était bouddhiste, c'est aussi un témoignage de la cohabitation et du mélange de traditions religieuses à Angkor. L'Empire a eu des rois successivement hindouistes et bouddhistes qui ont fondé des temples, entrepris des rénovations et créé cette variété de sanctuaires avec leurs différents styles, leurs formes et leurs décorations. Je vous disais auparavant que Angkor n'avait jamais été entièrement oublié, puisque au moins Angkor Wat était occupé continuellement. Et son existence était connue des habitants qui vivaient autour. Ce qui est véritablement redécouvert au XIXe siècle, c'est la taille énorme du site, sa variété de structures et son importance historique aussi. La majeure partie d'Angkor reste couverte de forêts jusqu'à la fin du XIXe siècle, et l'exploration prend des dizaines d'années, en grande partie au XXe siècle, ce qui accompagne la célébrité grandissante d'Angkor. En 1931, il y a une exposition coloniale à Paris, où les différentes colonies françaises sont représentées par des pavillons. Et l'Indochine française, dont le Cambodge fait partie, a un pavillon qui est une énorme réplique d'Angkor, pas à l'échelle, mais grande quand même, qui reste comme le symbole de cette exposition. Au XXe siècle, l'étude du site est suspendue plusieurs fois. Pendant la Deuxième Guerre mondiale et ensuite sous la dictature des Khmers rouges. Mais elle reprend à la fin du XXe siècle et le site est ouvert aux visiteurs, ce qui est une source de revenus bienvenue pour le Cambodge, mais qui pose aussi des problèmes de conservation. Mais même une grande quantité de visiteurs ne peut pas vraiment gâcher la profusion, la variété, l'esthétique, la grandeur du site. S'il y a des cités de rêve sur Terre, sans doute qu'Angkor en fait partie. Pour notre troisième visite de ce soir, on va voyager à nouveau sur des milliers de kilomètres, direction le sud de l'Afrique, au Zimbabwe. À l'époque du Moyen-Âge européen, alors que Pompéi dort sous son manteau de cendres depuis déjà un millénaire, et qu'Angkor prospère au Cambodge, un royaume émerge au sud de l'Afrique, et avec lui sa capitale, appelée aujourd'hui Grand Zimbabwe, qui à l'époque est un centre politique, sans doute aussi commercial, économique, depuis lequel le Zimbabwe domine toute la région jusqu'au XVe siècle. Son étude par les archéologues révèle à la fois des vestiges locaux, bâtiments et objets manufacturés, mais aussi importés depuis très loin, comme de la porcelaine chinoise ou des pièces de monnaie arabes, indiquant que la ville était connectée à des routes commerciales très lointaines qui s'étendaient vers le nord et vers l'est. Zimbabwe, c'est un terme dans la langue shona qui pourrait se traduire par maison de pierre ou maison vénérée. Le pays qui s'appelle Zimbabwe aujourd'hui a revendiqué ce nom après son indépendance.
À l'étranger, on l'appelait pendant la période coloniale en Afrique la Rhodésie, d'après Rhodes, un explorateur britannique. Le peuple Shona, c'est un groupe ethnique qui représente la majeure partie de la population du Zimbabwe. Et leurs ancêtres ont fondé des royaumes dans la région sur plusieurs siècles. Ils ont un langage spécifique, le Shona. Mais le Shona fait partie d'un groupe de langues plus vaste qui s'appelle le Bantu. Il y a des centaines de langues et de dialectes Bantu dans le tiers sud ou la moitié sud de l'Afrique, du Cameroun jusqu'à l'Afrique du Sud. Environ un tiers de la population africaine a une langue Bantu comme langue maternelle. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent communiquer dans leur langue maternelle, parce que tous ces langages ont beaucoup divergé avec le temps et les distances. Pour comprendre tout ça un peu mieux, il faut s'intéresser aux migrations qu'a connues l'Afrique. Les langues Bantu descendent d'un proto-langage dont on pense qu'il était parlé dans ce qui est aujourd'hui le Cameroun, donc plus proche de l'Afrique centrale que du Sud. Il y a au moins 2500 à 3000 ans, les dates sont débattues, les locuteurs de cette langue ancienne commencent une série de migrations vers l'Est et vers le Sud, diffusant en même temps leur culture et la pratique de l'agriculture, et ils ont généralement dominé culturellement les régions où ils sont arrivés. En tout cas, c'est le cas au plan linguistique, et les peuples de culture bantou en sont venus à occuper une grande partie de l'Afrique, au sud du Sahara, mais avec une grande diversité. Il y a des centaines d'ethnies qui appartiennent au groupe, et qui sont réparties de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. Les langues bantoues les plus parlées sont le swahili, qui est répandu dans l'est de l'Afrique, en particulier autour des Grands Lacs, et qui est souvent aussi une langue de communication entre différentes nationalités ou communautés. Il y a aussi le zoulou, à l'est de l'Afrique du Sud, et la troisième langue, par le nombre de locuteurs, c'est le Shona, au Zimbabwe. La formation d'États dans le sud de l'Afrique, avant l'ère coloniale, est mal documentée, parce qu'il n'y avait pas d'écriture, et tout ce qu'on en sait vient de la culture orale, mais qui n'est pas toujours très fiable pour dater ou indiquer des sites précis. Après des dizaines de générations, l'information perd sa précision. L'autre source d'information, c'est l'archéologie, qui fournit des éléments matériels. Les recherches archéologiques indiquent justement que la formation d'États dans la région du Zimbabwe commence même avant ce royaume médiéval du Zimbabwe. On le sait parce que le site archéologique de Grand Zimbabwe est déjà occupé avec les apparences d'une capitale au 7e siècle, 500 ans avant l'apogée du royaume du Zimbabwe. Il y a aussi eu des États postérieurs. On sait que lui succède le royaume de Mutapa, qui était plus étendu et qui est documenté avec des sources extérieures, notamment portugaises. Au XVIe siècle, les Portugais, qui sont maintenant dans l'océan Indien, entrent en contact avec le royaume de Mutapa, qui couvrait ce qui est aujourd'hui le Zimbabwe, mais aussi la Zambie, le Mozambique et une partie de l'Afrique du Sud. Mais ce qui distingue le royaume du Zimbabwe et sa capitale des autres, avant et après, c'est son architecture monumentale en pierre. L'urbanisation, surtout en pierre, ça arrive quand l'agriculture est assez productive pour faire vivre une population qui ne travaille pas à la production alimentaire. Construire de grands bâtiments en pierre, ça requiert une certaine accumulation de richesses. Et c'est ce qui est arrivé au Grand Zimbabwe. La capitale, au Moyen Âge, est soutenue par une grande production alimentaire,
notamment, on le pense, grâce à de très grands troupeaux, du bétail. Elle reçoit aussi des impôts ou des tributs payés par des dizaines de seigneuries, de petits fiefs, dont beaucoup d'ailleurs construisent de petits Zimbabwe, en pierre aussi, et ont laissé des ruines également. Et encore une autre source de richesse et d'influence du Zimbabwe à l'époque, c'est qu'il contrôle le commerce de l'ivoire et de l'or jusqu'à la côte sur l'océan Indien. Il commerce avec un royaume côtier qui s'appelle Kilwa, ce qui les connecte avec des routes commerciales internationales qui sillonnent l'océan Indien au Moyen Âge et qui connectent la Chine, le monde musulman, le Moyen-Orient, l'Inde. Et c'est ça qui explique la découverte de ces objets exotiques loin à l'intérieur des terres du Zimbabwe. La construction de la ville s'étend sur plus de 300 ans. Sa partie la plus grande est appelée le Grand Enclos, qui est une structure circulaire avec de hauts murs de pierre qui s'élèvent à plus de 10 mètres, ce qui doit en faire à son apogée une forteresse imprenable. Elle pouvait servir peut-être de palais royal ou de forteresse justement. À part le Grand Enclos, le site comprend un groupe de ruines plus anciennes, qu'on appelle le complexe de la colline, qui semble avoir été abandonné au XIIIe siècle. Peut-être parce qu'il s'agissait d'un ancien centre de la ville, qui aurait été remplacé par un autre plus tard. Il y a encore plusieurs autres groupes de ruines, appelés collectivement le complexe de la vallée, où apparemment se situait le centre de la ville à une période ultérieure, tardive. On ne sait pas si ces différents centres avaient des fonctions différentes, par exemple politiques, religieuses ou économiques, commerciales, ou si ça a pu être différents palais construits par différents souverains pour imprimer leur marque sur la capitale. Parmi les nombreux objets découverts au Grand Zimbabwe, quelques-uns se distinguent. Il y a déjà ces produits importés qui révèlent les liens commerciaux lointains, mais aussi un artisanat local d'objets en ivoire, en fer, en cuivre, en or, comme des armes et des bijoux. Et les plus célèbres objets du site sont 8 statues d'oiseaux taillés en pierre, les oiseaux du Zimbabwe, qui sont devenus un emblème national du pays aujourd'hui. Il semble qu'ils aient été faits pour être placés en haut de monolithes, et on pense qu'ils représentaient des aigles, qui étaient des esprits protecteurs et messagers des dieux dans la culture Shona, mais leur fonction exacte reste mystérieuse. Maintenant, quittons l'Afrique pour l'Amérique et un dernier site qui offre une vue à couper le souffle. Cliff Palace, au Colorado. Cliff Palace, littéralement le palais de la falaise, est le plus grand de différents villages ou habitations construits sur des falaises dans de grands renfoncements. Des alcôves préexistantes ou taillées dans le grès des falaises par des peuples indigènes d'Amérique du Nord, et ce site est contemporain d'Angkor et du Grand Zimbabwe. Il est construit et peuplé au XIIe et XIIIe siècle par le peuple Anasazi, aussi appelé aux États-Unis les Ancestral Puebloans, les Pueblos anciens ou ancestraux. Mais pourquoi ces termes et de quel peuple on parle? Les Anasazi font partie des anciens peuples indigènes des États-Unis. Et ils vivaient entre 4 États: l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Colorado, entre les 8e et 14e siècles. Au 14e siècle, ceux qui vivaient dans le nord de cette zone, Utah et Colorado, ont migré vers le sud,
en abandonnant leurs anciens lieux de résidence. Et ils se sont installés au Nouveau-Mexique, où la majorité de leurs descendants, les Pueblos, vivent aujourd'hui, avec quelques communautés plus petites au Texas ou en Arizona. Mais l'histoire des Anasazi commence bien avant ça. On peut les identifier avec une culture suffisamment distincte pour les séparer d'autres peuples à partir du 8e siècle, un moment où ils ont une existence fondée sur l'agriculture, complétée de chasse et de cueillette, rien de très original, mais ce qui l'est plus, c'est qu'ils développent une architecture originale, avec des villages en forme de croissant ou de barres, de lignes, des villages composés de maisons alignées, toutes mitoyennes, avec des toits plats. Ces villages caractéristiques, pueblos en espagnol, c'est la raison pour laquelle les Espagnols les appellent comme ça, quand ils les rencontrent au XVIe siècle. Du Xe au XIIe siècle, les villages des anciens pueblos, des Anasazi, passent des matériaux périssables à la pierre et au mortier, et leur architecture se diversifie. Ils continuent de faire des maisons, cubiques ou rectangulaires, mais aussi des tours apparaissent, ou des petits barrages en pierre pour retenir l'eau et avoir des réserves à portée de main, ou pour irriguer. Les villages deviennent plus grands, avec plus de maisons, et souvent elles gagnent un étage. Au XIIe siècle, la période d'une apogée architecturale, ils développent ces habitats enchâssés dans des falaises. Mais pourquoi choisir ces sites? Parce que la majorité des Anasazi restent dans des villages construits sur du plat, ouvert. On pense que ça pourrait avoir été pour se ménager des refuges, des endroits pour se cacher, ou cacher des récoltes, et qui étaient dissuasifs à attaquer avec leurs murs, et le fait qu'ils soient perchés en hauteur. Ils devaient être difficiles déjà à trouver et ensuite à capturer par la force. Ces habitats dans des falaises utilisent des sites naturels, là où les falaises sont incurvées, avec une partie en surplomb, ou alors en partant de grottes qui s'enfoncent dans une falaise et qu'on élargit vers la droite et la gauche. Parce que ces sites sont aménagés, creusés en partie aussi. Leur sol est aplani pour former des plateformes horizontales sur lesquelles se tenir. On gère les dénivelés avec des marches taillées dans le roc et on creuse vers l'intérieur pour libérer un espace qui permet de répliquer dans la falaise un de ces villages faits de maisons alignées. On construit aussi des étages, et la circulation est autant verticale qu'horizontale. L'entrée des maisons est souvent au premier étage, et donc on grimpe à une échelle, ou on monte par un escalier, par lequel on peut entrer dans la maison, et ensuite descendre au rez-de-chaussée. Pièce qui a une fenêtre, mais pas de porte. On descend par une autre échelle, depuis le plafond, et donc il faut des planchers entre les étages qu'on fabrique en bois. On trouve aussi une décoration assez abondante dans ces maisons des falaises, généralement des pétroglyphes, c'est-à-dire des signes gravés dans la pierre ou des peintures. Et comme les villages de surface, ces villages de falaises ont un espace public, une place sur laquelle ouvrent toutes les maisons. On suppose que c'est là qu'avait lieu une socialisation constante, les femmes qui préparaient du maïs, leur principale céréale, les hommes qui fabriquaient des outils ou des armes, et les enfants qui jouaient. Cliff Palace est le plus célèbre de ces sites Anasazi, parce que c'est le plus grand. Il comporte environ 150 pièces, et aurait abrité une population d'une centaine de personnes. Mais on pense aussi que malgré sa taille limitée,
C'était un site stratégique qui servait de centre à d'autres communautés, d'autres villages, dont il aurait été le centre politique, peut-être social, où on se rendait pour des fêtes ou des décisions à prendre. Là aussi où on pouvait trouver refuge, sur le modèle d'un château fort, et où la population augmentait peut-être fortement, temporairement. Mais pour se protéger de quoi exactement? Déjà peut-être d'autres communautés anasazi. Parce qu'au XIIIe siècle, il est possible que les conditions climatiques se soient détériorées, qu'elles aient affecté les récoltes et provoqué des conflits. Ces villages en espace ouvert étaient très exposés. On pouvait les attaquer de tous les côtés. Et ces habitats dans les falaises ont peut-être été développés comme une réponse à ce danger. Peut-être une réponse insuffisante malgré tout, parce qu'on a daté le temps d'occupation de Cliff Palace en étudiant les cercles de croissance du bois utilisés dans la construction. Ça nous dit que Cliff Palace a été occupé pendant 70 ans, au cours du XIIIe siècle. Vers 1300, le site est abandonné, en même temps que d'autres du même type au Colorado. Ça pourrait être dû à plusieurs années de sécheresse qui ont poussé les habitants à partir, en espérant trouver des terres plus accueillantes vers le sud. À partir du XIIe siècle, et pendant 300 ans, l'Amérique du Nord a été touchée par des sécheresses structurelles, dont on pense qu'elles ont affecté beaucoup de cultures indigènes, en provoquant leur effondrement ou leur transformation. Parce que ce type de rupture et de migration a été observé aussi ailleurs que pour les Anasazi. Par exemple, la zone du Mississippi, plus à l'est, paraît avoir été aussi très affectée par des migrations et des conflits à partir de cette époque. Dans le cas des Anasazi, ça pourrait aussi être d'autres choses qui les ont attirés vers le sud. Peut-être l'attrait des civilisations du Mexique, de Mésoamérique, avec lesquelles ils étaient en contact. Peut-être aussi que leurs sols ont été appauvris par des années d'agriculture sans les régénérer. Donc ils en ont cherché d'autres. En tout cas, il semble bien que la vie à Cliff Palace n'était plus viable, ce qui explique son abandon, parce qu'on n'y a pas trouvé de signes de combat, de destruction. Pendant plusieurs siècles, il est resté livré aux animaux sauvages, caché et bien protégé des intempéries par la falaise. Le site a peut-être été trouvé, peut-être même plusieurs fois, par d'autres groupes indigènes ou des voyageurs, mais personne ne s'y est installé. Et il a été officiellement redécouvert en 1888 par des cow-boys qui cherchaient à regrouper du bétail égaré. Apparemment, Cliff Palace n'avait pas été habité par l'homme depuis 600 ans. Et depuis, il a fourni une mine d'informations sur les pueblos anciens, leur mode de vie, leurs techniques et leurs outils, leur ingéniosité aussi. Il est situé dans un parc national du Colorado, le parc Mesa Verde, et on peut le visiter. C'est la fin de nos histoires pour ce soir. J'espère qu'elles vous ont plu. Si vous avez envie de partir pour une autre aventure, n'hésitez pas à choisir un autre épisode de la Bibliothèque des rêves. Mais vous pouvez aussi vous laisser aller, fermer les yeux et vous endormir. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle histoire. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.